vers toi, Matteo. Ou d'Emilio Scalzo, peut-être également. Comment ? Ou d'Emilio Scalzo, le camarade italien oui. qui, à l'occasion d'une manifestation passée en montagne, avait eu des heurts avec un gendarme et avait été mis en examen, placé en détention provisoire pendant de longs mois, avant que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble annule le mandat d'arrêt qui avait été émis à son encontre, le remet sous contrôle judiciaire et que un mois et demi plus tard, il soit condamné à un an de prison avec sursis simple. Tout à fait. Et donc, une fois qu'on a fait tous ces constats, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'agir, comme levier juridique ? Parce que sinon, je pense que tout le monde va repartir d'ici déprimé. Et je suis généralement en bout de chaîne de ces constats où on vient voir l'avocat, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Peut-être plus encore dans ce domaine et en défense des intérêts des personnes exilées sur le territoire français, en situation de mal-logement, victimes de ces évacuations systémiques, de ces errances sans fin. La difficulté de la défense de leurs droits est beaucoup plus saillante qu'elle ne l'est pour une quelconque autre personne de la population, parce que par-delà la barrière de la langue, du temps judiciaire qui ne se prête pas au temps de l'errance, de l'immense difficulté de réunir des éléments probatoires qui soient solides si on veut ensuite développer un contentieux pour essayer de faire condamner des actes illégaux, des pratiques illégales, des violences policières. Tout ça mis bout à bout, outre en plus, on parlait d'accès au droit, le fait qu'en France, quand même, des conditions d'accès au droit et de pouvoir se faire accompagner, notamment par un avocat, pour pouvoir représenter et défendre les droits de la personne devant des juridictions. L'avocat en France n'en reste pas moins une prestation commerciale comme une autre, qui facture des honoraires, et pour l'immense majorité de ces personnes, accéder à un avocat payant relève de l'impossible. Donc se pose la question d'accès au droit à travers l'aide juridictionnelle, et en France, le bénéfice de l'accès à l'aide juridictionnelle est refusé à celles et ceux des personnes qui sont en situation régulière sur le territoire français, à l'exception de quelques procédures pour donner un vernis de contradictoire et de présence d'un avocat, l'aide juridictionnelle est automatique. Il n'y a pas une procédure en cours, une QPC ou quelque chose comme ça ? Alors, il y a des QPC, des procédures en cours. Jusqu'à présent, le principe, l'article 3 de la loi de 4 ans sur l'aide juridictionnelle demeure que pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il faut résider régulièrement sur le territoire français. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être, est-ce que tu peux nous donner, désolé je passe du vous au tu, est-ce que tu peux nous donner quelques cas d'illustration pour lesquels peut-être tu es intervenu et où tu as réussi à faire reconnaître les droits d'une personne ou en tout cas à l'assister sur le plan juridique? Alors, moi, il faut aussi peut-être comprendre d'où et comment je parle et qu'est-ce qui m'a amené à intervenir aux côtés de ces personnes. Initialement, j'interviens beaucoup en matière de logement, de défense du bénéfice d'un toit au-dessus de sa tête. C'est quand même une condition sine qua non à l'exercice des autres droits qui nous sont reconnus en société. Parce que sans logement et sans quoi bouffer, c'est difficile d'exercer ses libertés d'expression, droits de vote, quels que soient d'autres. Donc j'ai commencé à assister des exilés sur le territoire français en situation de mal-logement dans le cadre des squats, des occupations à fin d'habitation sans droit ni titre de bâtiments qui dans leur immense majorité sont des bâtiments vides et inusités. Et l'apport que j'avais, c'était de les défendre dans le cadre des procédures d'expulsion et de tenter d'obtenir les délais les plus larges qui soient avant que l'expulsion manu militari, c'est-à-dire avec le concours de la force publique, donc l'accompagnement de la police pour sortir de force les personnes, avant que ce concours de la force publique n'arrive, et il leur essayer de gagner un temps le plus long possible pour qu'ils puissent poursuivre des recherches de solutions alternatives de logement ou d'hébergement, ce qui, dans l'immense majorité des cas, ne survient pas. Mais bon, à tout le moins, ce temps qu'on gagne leur assure le bénéfice d'un toit au-dessus de leur tête. Mais malheureusement, ça peut peut-être me permettre d'introduire un peu mon sujet, la législation a énormément évolué ces dernières années. Notamment en 2023, on a criminalisé l'occupation sans droit ni titre de bâti, c'est-à-dire que le fait d'occuper sans droit ni titre un lieu bâti dont on n'est pas le propriétaire, en y étant entré par un moyen illicite, est devenu depuis le 27 juillet 2023 une infraction pénale punie de 2 ans de prison, de sorte que
des populations exilées en viennent à délaisser un tout petit peu le squat d'habitation pour se protéger, et on a de plus en plus de campements en réalité, d'occupation de la voirie, de l'espace public, en lieu et place d'occupation de bâtiments qui demeurent vides et dont on ne fout généralement rien dans bien souvent des cas. C'est un premier mouvement que j'observe. Il y en a peut-être un second également, c'est que le principe en droit français, quelles que soient les modalités d'occupation, dans un bâti ou un terrain ou l'espace public, a quand même toujours été de recueillir une décision préalable d'un juge pour pouvoir procéder à l'expulsion. Et on observe une déjudiciarisation de ce contentieux, et en lieu et place l'émergence de nouvelles pratiques de police administrative en réalité, ou sous couvert par exemple d'un arrêté municipal ou préfectoral et de prétendus risques pour l'intégrité des occupants d'un campement, d'insalubrité ou choses comme ça. On ordonne l'évacuation forcée de ces personnes dans des délais extrêmement contraints qui ne permettent même pas en plus d'exercer des recours utiles contre ces arrêtés. Et donc, les seules voies de droit qui finissent par s'ouvrir aux personnes qui ont été expulsées illégalement ou dans des conditions irrégulières, c'est des procédures d'indemnisation a posteriori, une fois que le mal est fait et qu'ils ont de nouveau été évacués, repoussés à l'errance. C'est des procédures extrêmement longues, extrêmement fastidieuses, et évidemment les montants qui sont dévoués à la toute fin sont ridicules. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je fais ce que je peux, c'est ce que je vais vous dire. Et les exemples, ils sont en réalité plus dramatiques les uns que les autres. Et on essaie de gagner un petit peu de temps, essayer de faire respecter les droits, faire bouger des pratiques qui s'installent dans certains territoires en envoyant recours sur recours. L'avocat, il ne demeure pas moins qu'il évolue dans un système législatif et normatif qui est entièrement tourné contre ces populations, et que les moyens d'action qui sont les siens sont extrêmement limités. Il y a eu un cas en parlant de... Tu voulais compléter? Je voulais dire, Mathéo est très modeste, mais il y a des victoires quand même. Oui, il y en a, mais... Quand on vient à l'audience pour le squat de Pantin et que tu fais une plaidoirie qui permet que pendant 2 ans, il y a un lieu qui est occupé par 80 personnes légalement, et qu'on a 80 exilés qui se rendent au tribunal, qui justifient leurs droits et qui, grâce à ton travail, gagnent, c'est une putain de victoire quand même d'avoir des exilés squatteurs. Non mais voilà, je veux dire, t'es le modeste, en mode il n'y a rien qui marche. C'est extrêmement gentil, mais l'approche que j'ai, c'est que somme toute, on ne fait que mettre des pansements, des bouts de sparadrap sur des solutions, et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une politique de l'accueil inconditionnel et de l'accès à des hébergements décents pour celles et ceux des personnes qui sont privées de logement et d'hébergement en France, tout ce qu'on pourra faire, c'est essayer de réparer comme on peut, leur assurer comme on peut quelques mois supplémentaires avant que l'expulsion n'intervienne. Donc effectivement, j'ai pas une approche de ma pratique au quotidien qui soit extrêmement joyeuse. Les victoires, elles sont peu nombreuses, et comme je vous l'ai dit, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a dans un environnement législatif qui est véritablement de plus en plus difficile pour ces personnes-là. C'est sûr, mais c'est déjà énorme. C'est gentil. En parlant d'évacuation violente de campements d'exilés, notamment en région parisienne, moi je pense tout de suite, et d'éviction, je pense tout de suite à ce qui s'est passé place de la République à Paris il y a 3 ans, enfin, c'était en novembre 2021 si je ne me trompe pas. D'ailleurs vous avez fait coïncider la sortie du rapport avec le triste anniversaire de cet événement, je ne sais pas si vous vous souvenez ici dans la salle, mais en gros... l'association Utopia 56 et d'autres, il me semble, avaient décidé d'occuper l'espace public en plein cœur de Paris, donc la place de la République, avec des exilés qui se trouvaient en situation d'errance et de rue. Et finalement, leur action, qui était pourtant pacifique, a été largement réprimée par les forces de l'ordre à l'époque. Et il me semble que l'IGPN avait été saisi. Est-ce que l'un d'entre vous sait où ça en est aujourd'hui ? On peut peut-être donner la parole à Utopia. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Tu veux en dire quelque chose que tu disais ? 2020, ok. Merci. Ah, 2021. Pas grave. Il y a même un micro. Merci. Du coup, il y a le parquet de Paris qui a été saisi pour effectivement l'évacuation du campement de la place de la République. Ça a été classé sans suite.
Et du fait des petits moyens, des assos et de l'énergie qui manquent, on avait la possibilité de se constituer partie civile, ça n'a pas été le cas. Voilà, et ça faisait suite ce campement à l'évacuation du campement de Saint-Denis, voilà, qui a été occupé, je ne sais pas pendant combien de temps, 6 mois, qui a été évacué quelques jours plus tôt, la place de la République. Et là aussi, il y a eu des plaintes portées par des personnes habitantes de ce campement, des aidants bénévoles qui étaient sur place lors de l'évacuation. Il y a eu aussi une plainte jointe qui a été déposée là-dessus. Et on n'a jamais obtenu de réponse de la part du parquet du 93. Voilà, et c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Je sais pas trop. Ouais, c'est des procédures qui sont très longues et qui demandent énormément de mobilisation des personnes plaignantes. Et c'est assez dur, c'est ce que vous disiez. L'errance, le temps de l'errance ne permet pas forcément le temps judiciaire non plus. La corrélaire ne fonctionne pas. Et du coup, de fait, on a perdu beaucoup de plaignants dans cette procédure avec le temps qui a passé. Et donc, on n'a pas pu aller au-delà. Et malgré la communication qui s'est faite autour de cette évacuation, ça n'a pas donné grand-chose, quoi. Merci beaucoup, merci. C'est intéressant de voir après tout ce temps finalement. Et pourtant, ça avait été médiatisé. Gérald Darmanin avait été obligé de réagir à l'époque parce qu'évidemment, il y avait eu des images. Et évidemment, ils réagissent que quand il y a des images. Hein. Sinon, ils ne croient pas la parole des principaux intéressés et des associatifs. Voilà, ça montre bien toute la difficulté aussi d'aboutir dans ce type de procédure. Justement, si je peux me permettre, pour essayer d'illustrer par exemple le travail qui a été fait là, quand on assiste à une situation comme celle-ci, les associations, les aidants, les avocats qui vont intervenir en défense de ces personnes-là, elles vont se heurter, comme on a dit, aux problématiques de langue, à un temps judiciaire qui est extrêmement long, donc la nécessité de maintenir un contact avec des personnes qui sont extrêmement mobiles, qui parfois ne maintiennent pas le contact sur la durée, outre les problématiques d'aide juridictionnelle et compagnie. Une fois réunis des éléments probatoires solides, et on n'a pas toujours des vidéos, et sans la vidéo, parole de fonctionnaire de police contre parole de maltraité, je vous laisse dans la balance imaginer lequel a le plus de poids. Il faut réunir tous ces éléments probatoires-là, il faut les trouver un avocat, que l'avocat régularise une plainte qui dépose entre les mains du procureur de la République, la plainte est ensuite envoyée au service de l'IGPN. L'IGPN va prendre tout son temps pour débuter ses investigations sur les faits qu'on reproche aux fonctionnaires de police qui sont impliqués. À l'issue d'une procédure d'enquête qui est extrêmement longue, elle va rendre des conclusions qui seront évidemment plutôt favorables aux fonctionnaires de police en disant qu'ils ont été mis en situation de légitime défense, que les conditions opérationnelles de l'intervention faisaient qu'ils n'avaient pas trop d'autre choix que d'utiliser la violence. Enfin, en gros, on dit vraiment de tout et de n'importe quoi dans les rapports de l'IGPN. Ce rapport-là va être ensuite transmis au procureur de la République. Le procureur de la République va classer sans suite la plainte. À ce moment-là, si les intéressés veulent continuer, il va falloir qu'il régularise une constitution de partie civile devant le juge d'instruction, qui demande l'aide juridictionnelle pour ne pas avoir à consigner une somme d'argent devant le juge d'instruction pour que les investigations puissent commencer à débuter. Ensuite, le juge d'instruction, moyen de la justice en France, c'est qu'il y a un juge d'instruction pour traiter 400 ou 500 dossiers, j'exagère à peine sur certains ressorts, et ces dossiers sont évidemment pas prioritaires pour des magistrats qui parfois sont carriéristes. L'information judiciaire elle va durer 18 à 24 mois avant que le juge d'instruction, qui n'a probablement rien fait dans l'information judiciaire pendant tout ce temps, finisse par rendre une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de non-lieu, elle va être attaquée devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui va confirmer le non-lieu. 5 ans se sont écoulés, on a fait des investigations minuscules, et à la fin, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, et absolument aucun autre recours que de tenter un éventuel recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle aussi est évidemment surchargée et traite pas le dossier avec le temps qu'il faut. Voilà, en termes de suivi de ces procédures-là, on n'est pas du tout dans une situation que M. Michu, pour un trouble de voisinage, est identifiable à un endroit, qui a les moyens de se payer un avocat, qui sait communiquer avec... qui a accès à un ordinateur, un téléphone portable, tout comme ça, qui sait où stocker ses documents sans être trimballé de ta droite à gauche et compagnie, qui peut assurer un suivi. C'est pas du tout la même façon de défendre, et dans un cas, le travail est extrêmement facile, dans l'autre, il est extrêmement difficile, et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas de réponse pénale effective sur ces questions-là, et parce qu'en plus, il ne faut rien attendre d'initiative du procureur de la République.
sauf éventuellement une image dramatique et compagnie. Ça viendra seulement de la société civile et des principaux intéressés quand ils arrivent à se mobiliser sur la défense de leurs droits et qui décident vraiment d'aller au contentieux et de défendre jusqu'au bout, tenter d'avoir une réponse des autorités judiciaires. Ils sont par ailleurs pas des très très grandes courageuses non plus, je parle de meutes et des choses comme ça, mais... Non mais ça montre bien, c'est intéressant, ça montre bien toutes les inégalités qui peuvent exister entre les personnes lambda, citoyens français, et les personnes exilées qui arrivent d'ailleurs et qui n'ont rien, et qui ne maîtrisent pas forcément la langue, et qui ont peur de témoigner. Mais c'est aussi pour ça que le CAD, le collectif Accès au droit, a été créé, c'est aussi pour essayer de changer la donne.